Il est 8h37, Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Réforme du Code du travail, mobilisation attendue, nous verrons si elle est forte ou pas. Mercredi, est-ce que vous irez manifester mercredi? Oui, mais enfin c'est pas le plus important. Le plus important c'est que le maximum de gens se mobilisent. La pétition a eu un beau succès, il faut continuer à la signer, et puis surtout il faut expliquer autour de soi ce que contient cette loi, parce que je trouve que c'est très civique de discuter d'une loi. C'est une grande nation qui fait ça, nous sommes citoyens. Et donc il faut bien regarder et se faire une conviction personnelle. Parce que c'est ça qui va enraciner l'opposition à la loi. Alors nous allons entrer dans ce projet de loi, mais je voudrais vous demander simplement... Moi je suis pas aussi connaisseur que vous en détail. Ce matin... le retrait du texte. Vous demandez ce matin le retrait du texte? Oui, c'est ce qu'il faut faire. Il faut le retirer. Il faut que le gouvernement retire le texte. Oui, parce que je vais vous dire, il y a d'abord des dispositions que je trouve, moi, inacceptables, et certaines sont extrêmement perverses, quoi. On se demande qu'est-ce qui a pu trouver des idées pareilles. Mais surtout, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit qui est faux, qui repose sur une vision de la production qui date du siècle précédent et sur une vision du patronat qui est complètement fausse. Non, ce n'est pas vrai. Réforme vitale, réformiste, pro-européenne, c'est ce que dit Manuel Valls, c'est ce qu'il disait hier dans le journal du dimanche. Oui, ce sont des mots, tout ça. C'est l'idée que le patron ne rêve que de licencier ses ouvriers. Ce n'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. Et que donc... Mais c'est vous qui brandissez cette idée. Jamais de la vie. Ah bon? Moi, j'ai jamais dit ça. Parce que cette réforme, elle est faite justement pour encourager le patron peut-être à embaucher, non? Non, je crois pas. Je crois que ça, c'est... Non, vous croyez pas? Non, mais ça, c'est quelqu'un qui est dans un bureau et qui se fait une idée du patronat, et notamment du petit patronat, qui est totalement illusoire. Le petit patron, quel est son problème? C'est ni les cotisations sociales, il râle. Tout le monde râle dans ce pays, donc c'est normal qu'il râle. C'est pas ça le sujet. Le petit patron, qu'est-ce qu'il veut? Que son carnet de commandes soit plein, point barre. Et quand le carnet de commandes est plein, il râle comme d'habitude. Mais il veut pouvoir embaucher facilement. Voilà. Et l'idée... pouvoir se séparer du salarié qu'il a embauché, si jamais le carnet de commandes se vide. Voilà. Et ben ça, c'est ce qui est une vue idéologique. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Et ça n'est pas parce que vous pouvez vous séparer facilement de quelqu'un que vous allez l'embaucher plus facilement. C'est ne rien comprendre au mécanisme. Quand vous embauchez quelqu'un, vous pensez pas d'abord à est-ce que vous allez pouvoir le foutre dehors. Vous commencez par vous demander s'il sait faire le boulot. Donc c'est un problème de qualification. Est-ce qu'il y a assez de travail? Mais s'il y a assez de travail, vous prenez le gars, quel que soit, ou la fille, quelles que soient les conditions. Et l'encadrement, alors vous pouvez dire ça de la loi pour n'importe quoi, pour n'importe quel sujet. Si on met une limite, alors on va avoir peur. Pas du tout. La limite fait partie de la vie. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, les emplois sont des emplois en CDD, c'est pas normal. Travail précaire, ce n'est pas normal. Vous êtes d'accord? L'objectif de ce texte, de cette réforme, c'est d'encourager le CDI. Voilà. C'est des mots tout ça. Alors, expliquez-moi pourquoi vous allez faire un CDI simplement parce que vous allez permettre de foutre les gens dehors plus vite. C'est pas sérieux tout ça. C'est une vision idéologique du patronat et du fonctionnement de l'économie. Au lieu de faire ça, si vous voulez vraiment créer des CDI et des emplois par millions dans ce pays, on investirait ou on ferait investir massivement dans l'économie réelle. Et par exemple, ça va faire la 10e fois que je viens de dire ça à ce micro, on démarrerait l'économie de la mer, voyez-vous. Au lieu de quoi on fait des conneries avec le nucléaire, je vais y revenir sur le nucléaire, mais Jean-Luc Mélenchon... Attendez, laissez-moi vous donner un autre exemple. On encourage les embauches en CDI, par exemple, avec la barémisation des indemnités versées aux prud'hommes, par les prud'hommes. Alors, la plupart des gens... On encourage le CDI. Non, écoutez-moi. Et pourquoi non? Vous êtes marrant, vous. D'abord, personne n'a rien compris à ce que vous dites. Moi, je vais expliquer ce que c'est. Alors, expliquez. Alors, moi, je vous Ça veut dire qu'un patron qui respecte pas la loi, qui vous a foutu dehors dans des conditions illégales. Oui. Illégales, monsieur Bourdin. Vous allez au prud'homme. Ouais, vous allez au prud'homme. Et le juge évalue ce que vous devez à la personne que vous avez foutu dehors dans des conditions illégales. Et là, on vient d'inventer, de dire, oui, mais enfin bon, il faut quand même y mettre une limite, c'est illégal, mais on punit pas trop. Et donc, on n'en met pas plus que tant. Et comme ça, le patron sait combien ça va lui coûter. Écoutez-moi, si jamais... je vais finir. Donc, le gars peut se dire à partir de là, toi, je te fous dehors, même dans des conditions illégales, puisque de toute façon, comme je sais combien ça va me coûter, salut, au revoir, je te jette dehors. On ne peut pas avoir une société de paix et d'organisation avec des mœurs pareilles. Il ne peut pas y avoir certains ont tous les droits et les autres en ont aucun. Parce que est-ce que vous réfléchissez une seconde pendant que vous parlez au sort de l'autre, c'est-à-dire celui qui est foutu dehors dans des conditions illégales? Ça, vous l'oubliez. Le patron, il va pouvoir le faire. Les patrons vous le demandent même pas.
Hein, il y a quelques types qui râlent. Pourquoi? Parce que c'est leur métier de faire ça. C'est les types des chambres de commerce qui exercent une justice privée en délégation de l'État et ainsi de suite. Vous voulez que je vous envoie dans ces tribunaux pour que vous voyez ce que ça donne? Bon, alors maintenant, ça suffit. Cette loi n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce qu'elle fiche la pagaille et qu'elle est archaïque. Elle repose sur une vision du monde qui n'existe pas. Voilà ce que je dis. Il a été dit beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses. Est-ce qu'on pourrait parler des les pas-erreurs? chefs d'entreprise ne peuvent pas licencier comme ils le souhaitent. Les chefs d'entreprise ne peuvent pas licencier comme ils le souhaitent. Eh ben encore heureux. Eh ben oui. Et donc cette réforme n'est pas si liberticide non, mais elle comporte... pour les droits des salariés que vous voulez bien le dire. Non. D'abord, vous me dites... Non. Attendez, monsieur Baudin, je vous comprends. Moi, je ne défends pas Manuel Valls. Si, mais c'est pas grave. Je vous en veux pas. Je vous en veux pas, vous avez le droit. Manuel Valls. Bon. Je vous dis simplement... Répétez-le, vous défendez pas... Oui. Mais vous êtes un conservateur. Non, oui, ça c'est vrai. Des acquis sociaux, je suis un conservateur. En effet. Les blocages l'emportent. C'est Manuel Valls qui le dit. Oui, je sais bien que c'est vaste. Mais oui, je suis un conservateur des acquis sociaux. Vous savez pourquoi, monsieur Bourdin? Parce que tout ça, ça nous a pas été, c'est pas tombé du ciel un jour où les puissants faisaient la fête, a dit tiens allez, on donne aux manants quelque chose. Non, il a fallu tout leur arracher. Quand on ramène la journée de travail de 12 heures, monsieur Bourdin, hein, est-ce que vous vous rendez compte, ça veut dire, réfléchissez au problème. Vous collez un homme ou une femme au travail pendant 12 heures. Si c'est vous, passe encore, mais vous serez crevé. 12 heures tous les jours, ce n'est pas tenable. Les gens s'usent, se fatiguent, deviennent malades, et ben ça, c'est ce que prévoit la loi. Ouais, enfin, demandez-moi, monsieur Bourdin. Circonstance exceptionnelle. Oui, si le carnet de commande de l'entreprise l'exige. Voilà, c'est ça. Ben oui. C'est bien. Et embaucher quelqu'un, non, ça sert à rien. Alors donc, il y a 6 millions de chômeurs, mais ceux qui sont au boulot, faut qu'ils bossent encore plus. Et quand on enlève, monsieur Bourdin, entre 2 journées de travail, vous avez 11 heures de pause. Normalement, c'est la loi, d'accord? Pourquoi? Vous êtes en région parisienne, vous savez bien qu'on en a au moins pour 1 heure de transport pour aller au boulot, 1 heure pour revenir, moins 2 heures, il vous en reste 9. Il vous reste 9 heures pour vous occuper de votre famille, suivre vos gosses le soir et regarder ce qu'ils font à l'école. Quand ils sont petits, c'est le bain. Enfin, c'est des choses importantes dans la vie des gens, non? Et c'est des petits bonheurs. Ça, on va leur voler. Écoute, non, prenez pas vos autres papiers, écoutez-moi. Non, ne m'enlevez pas mes papiers. Écoutez-moi, moi, si vous enlevez une pause de... J'en ai pas besoin. Allez, tiens, je les mets de côté. Si vous enlevez la pause de 11 heures, comment ça se passe? Comment vont vivre les gens? Ils vont le fractionner. Alors un jour, ça sera 8 heures, le lendemain, ça sera 11 heures, le surlendemain. Mais vous acceptez une chose pareille? Est-ce qu'il ne faut pas donner plus de souplesse? Non, non, monsieur Bourdin. Non, et pourquoi? Non, monsieur Bourdin, parce qu'il y a moyen d'organiser le travail et de le faire d'une manière rationnelle. C'est pas le carnet de commandes et ses fluctuations qui doivent commander la vie des gens, parce que ça, c'est la pagaille. Et tout le monde y perd à la fin, le patronat et l'ouvrier. Et faites-moi confiance, écoutez-moi, autre idée de tordu, est-ce que ça vous viendra à l'esprit, vous, monsieur Bourdin, qui est quand même pas le type le plus simple qui est ici, ça vous vient à l'esprit dans votre bureau de dire, tiens, quelqu'un qui a perdu son conjoint, votre femme, bon, ou votre père, ce jour-là, normalement, il y a 2 jours. Parce qu'il faut quand même ça. Hein. Ça, il le supprime. Non. Ah, monsieur Bourdin, comment non? Non. Sauf négociation, pardon. Sauf négociation, ah oui, bien sûr, j'oubliais. Non, c'est ça. pas vrai. La négociation du gars à qui on dit, écoute, ton père est mort, ou ta femme est morte, tu vas pas nous emmerder. Va aux funérailles et reviens. Mais reviens, t'as toujours de pause, on aura négocié, hein. Moi je suis dans la douleur et la souffrance, lui c'est le patron, on peut me foutre dehors, mais on négocie. Vous foutez de nous. Et sur les conditions de licenciement, il y a une chose, hein, parce que ça commence à mal tourner pour vous, votre affaire, là. Pas du tout, mais moi je ne défends pas ce projet de loi. Ah bon? C'est le problème du gouvernement, c'est pas le mien, de Mme El Khomri et de M. Valls qui a repris la main, vous l'avez vu? Oui. Lui, il fait il joue son identité de scrogneux là-dessus. C'est-à-dire identité. Mais je vais vous dire, ce gars-là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Cet homme, il fait le malin, il roule les mécaniques. Vous allez voir, l'autre elle a dit qu'il faut passer en forme. Emmanuel Valls ou François Hollande? Je ne sais pas lequel des deux. Il y a une ambiance de révolution de palais. Je peux vous dire encore une chose. Tiens, on va prendre une avance sur notre prochain rendez-vous. Le 30, la fin du mois de mars, le gouvernement va remettre sur la table une loi pour permettre les retraites par capitalisation. D'accord? Alors, vous allez voir la pagaille. Emmanuel Macron. Et Michel Sapin, c'est dans le texte Sapin. Voilà, deux grands hommes. C'est-à-dire quelque chose qui va, au début ça sera ça, mais évidemment c'est pour ouvrir la porte, ça soit comme ça, et le système par répartition pour les retraites pourrait voler en éclats. Mais je vais même laisser ça de côté. Je vais laisser ça de côté. Emmanuel Macron a dit lui-même qu'il n'était pas question de remettre en cause le système par répartition. Ça y est, j'ai compris. Heureusement qu'il nous le dit. On est rassurés. Écoutez-moi, le jour où le forfait jour est passé, le forfait jour,
qu'on étend à tous les travailleurs aujourd'hui. On compte plus les heures, on compte que les jours de boulot, d'accord? Le jour où le forfait jour est passé, on m'a dit « Ah, mais c'est pour les cadres supérieurs, tu comprends, ils comptent pas leurs jours. » Quand est-ce que c'était? Quand on faisait la loi 35 heures. J'ai déposé un amendement contre ça, en leur disant « Vous faites ça, et demain, ça sera étendu à tous les travailleurs. » Mais vous nous prenez pour des cruches, c'est ça le problème. Tous ces gens pensent qu'on est bêtes, et qu'on comprend pas qu'ils commencent comme ça pour le lendemain faire ça, faire ça, faire ça. Bon, attendez, pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que ça remet en cause la retraite par capitalisation, par répartition, mais surtout pourquoi? Parce que ça permet encore de financiariser davantage l'économie, encore de fric dans la bulle financière et pas dans l'économie réelle. Mélenchon, le compte personnel d'activité qui est renforcé. C'est ce que je raconte quand même, non? Ça m'intéresse, ça m'intéresse, mais le compte personnel d'activité qui est renforcé, ça vous plaît ça quand même, non? Mais vous vous foutez de moi ou quoi? Ben non. Vous allez les prendre un par un, le compte personnel d'activité, ce machin est une espèce de bricolage entre l'ancien compte pénibilité qui a jamais abouti et qui est un truc ingérable. Vous changez de boulot, vous changez d'entreprise, vous gardez vos droits à la formation, vous gardez votre compte pénibilité. Vous savez quoi? Vous gardez Je me coupe un bras pour avoir ça. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, là, ils vous disent, votre compte pénibilité, c'est-à-dire que vous êtes usé la peau dans une boîte et ça vous donne des droits, hein, eh ben, c'est bien, vous pouvez l'emmener ailleurs. Ben, tant mieux, mais il n'y a pas besoin de faire tout le reste à côté. Pourquoi il y a tout le reste? Alors donc, pour avoir le droit... Vous rejetez le projet de loi en bloc. Mais je viens de vous dire qu'il faut le retirer. C'est pas parce que je suis un maniaque du retrait, c'est que je vous dis que ce truc repose sur une vision du monde... Vous voulez le départ de Manuel Valls, le départ de... Écoutez, moi, je suis pour qu'ils restent comme ils sont là, parce qu'ils s'usent très bien. Oui, parce que vous êtes candidat à la présidentielle. Exactement. Et donc, la prochaine fois, je pourrais leur dire, si vous savez pas ce que ces gens-là sont capables de vous faire, c'est que vraiment, vous êtes trop bêtes. Donc, les gens, regardez bien ce qu'ils sont en train de vous faire. Quel besoin ils ont de faire tout ça? À qui ça fait plaisir? À qui ça plaît? À qui ça aide? Personne. Hein. Ça leur permet de jouer les soi-disant modernes parce qu'ils sont sur la modernité des années 90. Ils n'ont pas bougé. Dans leur tête, ils sont bloqués au siècle précédent. Le nouveau siècle, c'est où est-ce qu'on fait de l'expansion? Où est-ce qu'on se met à avoir une activité raisonnable? Alors moi j'ai une question. Par exemple, là dans vos papiers... Est-ce que ce texte... Non, il est prévu Fessenheim ou pas d'en parler? Oui, je vais vous en parler. Est-ce que ce texte va faire baisser le chômage? Non, il va l'aggraver. C'est la question de base. Mais il va l'aggraver. Il va l'aggraver. Je peux vous dire pourquoi? Oui, allez-y, vous me direz comment on fait pour faire baisser le chômage. Voilà. Bah oui. On commence par ça, c'est plus intéressant. Mais là, je vous dis en deux mots. Plus vous insécurisez les gens, plus vous leur foutez la trouille. Moins ils sont audacieux, plus ils font des économies quand ils peuvent, hein, et ils attendent. Ils ne sont pas audacieux, c'est normal. Vous devez défendre votre lendemain. Tandis que quand vous sécurisez les gens, eh ben ça y est, ils font des projets. Ils commencent à réfléchir sur le futur. Ils investissent. On achète ceci, on achète cela. Alors bon, c'est une autre discussion de savoir s'il faut acheter tout ce qui passe, hein, pour ceux qui peuvent. Mais c'est comme ça. La sécurité, c'est le confort, et donc la vie douce, plus calme, plus tranquille. On n'a pas peur tout le temps. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Soi-disant pour créer des emplois qui n'ont pas. Comment fait-on baisser le chômage? Je vous explique. Jean-Luc Mélenchon. Oui, je vous explique. Pour relancer l'activité, parce que là, l'activité est bloquée, et elle va baisser de plus en plus, il y a une crise financière qui menace. Il faut que l'argent revienne dans l'économie réelle. De l'argent, il y en a des quantités, mais phénoménales, disponibles. Hein. Le banquier central a mis 1000 milliards à la disposition des banques privées. C'est énorme, vous n'en voyez pas en rond revenir chez vous. Nous, les Français, des sous, il y en a partout. Par exemple, l'assurance vie, il y a 1500 milliards dans l'assurance vie. 1 euro sur 2 est investi à l'étranger. Vous ne pouvez pas me dire que 7 euros sur 2, on ne pourrait pas le ramener ici. Donc de l'argent, il y en a. Comment on fait? On prend un endroit où on met en route l'économie. Et ça fait une courroie d'entraînement sur tout le reste. C'est pour ça que je me tue à vous parler de l'économie de la mer. Puisque nous sommes puissants, puisque nous avons un immense territoire maritime, investissons, monsieur Bourdin. Vous allez me parler dans une seconde de Fessenheim. Savez-vous que les plans, ils avaient prévu de mettre des éoliennes en mer. Il y avait 3 tranches. Eh bien, sournoisement, et sans que personne s'en rende compte, on est passé de 3 tranches, il n'en reste plus qu'une, et dedans, on réduit. Partout, on réduit. Or, investir et mettre des éoliennes en mer, c'est ce qu'il y a de plus raisonnable aujourd'hui. Parce qu'il vaut mieux mettre les éoliennes en mer que de les mettre à terre, où il y a trop de problèmes. Ça crée trop de problèmes, les éoliennes à terre. Donc, mettons-les en mer. Vous savez ce que c'est qu'une éolienne? C'est de l'acier, c'est du travail hautement spécialisé. En bas, vous mettez des fils, vous plantez de l'algue, et ainsi de suite. Il y a toute une économie. Il vous faut des navires de service qui vont et qui viennent. Il faut qu'ils soient propres, il faut qu'ils soient entretenus. Ça, c'est du boulot. Alors, Fessenheim, fermeture avant la fin 2016. Vous avez bien compris comment on relance et on fait baisser le chômage ou pas?
Oui, vous avez tout bien compris. En partie, j'ai compris, par l'économie de la mer. Absolument. Ce ne sera pas suffisant, hein, on est bien d'accord, Jean-Luc. Mais ça va réanimer tout le reste. Il faut quand même réformer aussi le code du travail, non? Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Bon, non, mais pourquoi vous les réformez? Vous avez vu le code civil? Vous avez vu, ils sont tous comme ça. Hein. Bon. Le code du travail, il est pas très gros. Vous voulez quoi? Un code de la route par rue? C'est ça que vous voulez à la fin? Jean-Luc Mélenchon, Fessenheim. Oui. 2016. Emmanuel Cos l'a dit hier, ministre du Logement, écologiste au passage, qui a dit hier, Fessenheim sera fermé avant la fin 2016. Bon, ce n'est pas vrai en toute hypothèse, hein, parce que c'est en 2016 que sera éventuellement signé le décret et la fermeture aura lieu en 2018. C'est ce qu'a dit Ségolène Royal. Oui, c'est ça. Ségolène Royal parle de la date de fermeture effective et Cos dit la date de la signature du décret. Bon, tant mieux si on ferme Fessenheim, il faut se dépêcher de le fermer. Monsieur Bourdin, cette fois-ci, c'est plus de la politique. Il n'y a pas besoin d'être de droite ou de gauche pour comprendre ce que je raconte. Dans les années 70, on a fait ça très bien. On ne savait pas. Mais maintenant, on sait que c'est dangereux. Donc, il faut arrêter. Et il faut sortir du nucléaire. Et contrairement à ce que croient quelques imbéciles, sortir du nucléaire, ce n'est pas retourner à la bougie. Hein. C'est l'inverse. Il faut inventer des nouvelles techniques pour produire de l'énergie. Il faut fermer Fessenheim le plus vite possible. Oui, et le reste aussi. C'est pas si facile de fermer des réacteurs nucléaires. Non, arrêter un réacteur nucléaire, c'est facile. Oui. Fermer une centrale, c'est pas évident. Très difficile. La seule qu'on a commencé à démonter, on y est toujours. Exact. Hein. Donc, on a un gros défi. Donc, moi, les gens, je vous dis ça. Quelle que soit votre opinion politique, c'est pas le sujet d'ailleurs. Il faut penser au bien commun et à l'intérêt général. Il faut arrêter ça avant que ça tourne mal. Ils sont en train de rallonger les durées des centrales. Qu'est-ce qu'on va attendre? Un accident? Donc les gens, il faut fermer tout ça. C'est ce que demande l'Allemagne. Oui, La fermeture. Ils demandent qu'on ferme. Nous, on demande qu'ils ferment leur mine de lignite, hein, parce que c'est nous qui bouffons. Comment? C'est vrai. Ah bon? Oui, je suis d'accord. Bon, et c'est nous qui bouffons leur poussière en région parisienne. Et donc, oui, il faut arrêter les productions qui mettent en danger la santé des gens. Donc, il faut arrêter la production nucléaire et passer à une autre production d'énergie. Monsieur Bourdin, il faut se dépêcher de prendre la décision. Plus on traîne, et plus ça nous coûtera cher. Donc prenons la décision, on s'y met avec ordre et méthode, c'est des centaines d'emplois, on crée la transition énergétique, c'est d'autres centaines d'emplois. Si les gens ne sont pas tous d'accord, alors on fait un référendum. Je le sais bien, parce que toutes les familles politiques sont divisées, la droite et la gauche, sur le nucléaire. Référendum sur Fessenheim? Non, sur le nucléaire en France. Sur le nucléaire en France. Moi, je suis pour sortir. Oui, moi je suis pour sortir, j'ai expliqué mes arguments. Et d'autres diront pourquoi ils sont pour rester. Mais que le peuple français tranche, bon sang. Si une seule centrale saute, c'est pas les gens du coin qui vont être irradiés à mort, c'est tout le pays qui va manger. Je ne veux pas faire peur aux gens, hein, mais la centrale de Blaye, là, vous la connaissez? Bien sûr. Oui, ben alors vous avez les miquettes, j'espère. Parce que la dernière fois, pour un peu, elle était noyée. Jean-Luc Mélenchon, l'Allemagne, parlons de l'Allemagne. Il y a un sommet européen avec la Turquie aujourd'hui, important sommet. L'Allemagne qui veut absolument que les Turcs gardent les réfugiés sur leur territoire. Mais les Turcs disent, mais attendez, alors accélérons le processus d'adhésion à l'Union européenne. Vous êtes favorable à l'adhésion de la Turquie? Non. Je suis contre l'adhésion de qui que ce soit à l'Union européenne parce que c'est une manière d'augmenter le dumping social. C'est pas parce qu'ils sont turcs, c'est pareil pour les Ukrainiens, je veux pas en entendre parler parce que pourquoi? Vous avez des gens dont le salaire moyen, on va prendre les Ukrainiens, c'est 50 €, c'est tombé de 100 à 50, ça coûte moins cher qu'un Chinois, un Ukrainien. Donc c'est carrément de la délocalisation sur place. S'ils les faisaient rentrer en Europe, on leur demandera pas de changer leur salaire minimum. Or c'est des gens hautement qualifiés. Qu'est-ce que vous croyez que les Turcs c'est des sauvages? C'est pareil, hein. C'est des gens qui ont une qualification professionnelle, il y a des grosses usines, ils savent faire, ils ont un bon niveau d'éducation. Donc ça veut dire qu'on aura là-bas de la main-d'œuvre à un coût très bas. Non, ils ne rentreront pas en Europe tant qu'il n'y aura pas d'harmonisation sociale et fiscale en Europe. Quant au reste, leur filer 3 milliards pour faire les gardes frontières, c'est une idée assez spéciale qui vaut le fait qu'on protège, on ne dit rien sur le fait que les Turcs tirent sur les Kurdes et sont des alliés absolument pas fiables contre Daesh qu'ils alimentent. Vous le savez bien. Il a fallu que les Russes bombardent les routes pour qu'on arrête d'avoir du pétrole clandestin qui passe en Turquie. Jean-Luc Mélenchon, j'ai un tweet de Michel. Jean-Luc Mélenchon, qui est un de nos auditeurs, n'a jamais travaillé dans une entreprise, mais il sait comment créer des CDI. Il est trop fort. Hein. Oui. Alors, il n'a jamais travaillé dans une entreprise. Vous êtes un individualiste, oui. Répondez. Oui, non, mais bon, d'abord, je n'ai jamais fait de physique nucléaire et je peux vous parler du nucléaire. Et ça, c'est le genre de truc drémago que je vais lui remettre dans sa petite tête. J'ai été ouvrier, employé de service pendant plus de 2 ans. Je me suis payé mes études. Peut-être que ce petit bourgeois. Quand vous étiez à Non, quand j'étais à Besançon. À Besançon. Ensuite, c'est pas tout. J'ai été journaliste, pigiste permanent, c'est-à-dire que j'ai craché
comme on dit dans ma langue, hein, j'ai craché ma race pour pouvoir ramasser du fric et m'occuper de ma famille. J'en ai fait des métiers, j'en ai fait des choses. Donc je mérite autre chose que le mépris de ce petit bonhomme qui ne donne même pas son nom pour que je puisse lui répondre. Votre candidature à la présidentielle seule, finalement. Vous êtes individualiste, Jean-Luc Mélenchon, non? Comme tout le monde. Collectif, non, oui, comme tout le monde. Non, moi je suis plutôt... égocentrique un peu. Non, oui, je suis collectiviste. Tout le monde le sait. Je suis un homme de gauche, mais je présente. Mais jamais d'alliance. Par exemple, à Lons-le-Saunier, il n'y a jamais eu d'alliance politique. Après Lons-le-Saunier. Moi, j'adore Lons-le-Saunier. Ah, ben vous avez bien raison. Ah ben oui, c'est ma petite patrie d'adoption. Mais je sais, c'est pour ça que je vous en au lycée parle. Rouget de Lille. Mais vous n'avez jamais fait d'accord à Lons-le-Saunier. Si, c'était l'union de la gauche. À l'époque, j'étais un jeune homme et nous avons eu un maire communiste à Lons-le-Saunier qui était un professeur d'allemand absolument magnifique, qui s'appelait Monsieur Auger, qui a été traducteur de Karl Marx en français. Il maniait l'allemand et le français d'une manière magnifique. Mais venons sur... Non, ce n'est pas... Jamais d'alliance à gauche. Mais vous allez vous allier avec qui, là? Vous êtes candidat? Mais quand est-ce que vous comptez vous taire pour que je réponde? J'ai compris. Vous n'êtes pas obligé de répéter les arguments que vous avez trouvés. Pas du tout. Bon, qu'est-ce qui se passe, monsieur Bourdin? Le Front de gauche n'a jamais réussi à être autre chose qu'un cartel de partis qui, à chaque élection, se perdait dans des alliances à géométrie variable, ce qui fait que personne n'y comprenait rien. J'ai décidé de régler le problème puisque personne ne voulait écouter régler le problème en étant candidat, quoi. Voilà, en proposant ma candidature. Le mot a une grande importance. À qui je la propose? Ah oui, à qui? À tout le monde, pas au cartel de parti. J'ai décidé tout seul. Oui, parce que dans la vie, des fois, il faut décider tout seul. On marche devant, et puis l'affaire se met en route et ça redevient un collectif. C'est les conditions actuelles du front de gauche et de la vie des partis dans ce pays qui rend impossible l'exercice collectif de la citoyenneté. Donc je suis allé à la télévision, j'ai dit je propose ma candidature. Il y a 74 000 personnes qui ont dit ah ben c'est une très bonne idée, on vous soutient. 2000 qui ont donné de l'argent, 1500 qui se proposent pour agir avec moi. Donc qui est seul? Le carteron d'apparatchik qui me regarde depuis son balcon et me jette des pierres parce que c'est la seule activité à laquelle il soit bon. Pour le reste, moi je fais. On avance. Et oui, je suis hors cadre de parti. Et je vais vous dire encore autre chose qui va vous surprendre. Il n'y a pas besoin d'être de gauche pour comprendre ce que je dis. Et je ne m'adresse pas qu'aux gens de gauche. Je m'adresse à tout le pays. Quand je dis qu'il faut arrêter le nucléaire, je ne parle pas aux gens de gauche. Je parle à tout le pays. L'intérêt général humain, ça existe. Et c'est ça que je veux défendre. Et si être de gauche et défendre l'intérêt général humain, eh ben bravo. Et si c'est de droite, eh ben on arrête de se trier sur des conneries. Merci Jean-Luc Mélenchon.